Il est 18 heures et la tradition du Business Science Institute, la culture du Business Science Institute est une culture de la ponctualité. Donc, on va respecter ces règles. Et tout d'abord, ben, je vous remercie toutes les deux d'être disponibles et d'être connectés. Notre collègue, le professeur Fabrice Larceneux, nous rejoindra. Ce webinaire porte sur le lancement d'un DBA qui s'appelle Real Estate, un DBA sur l'immobilier. Et donc, il sera animé par le professeur André Dessert de l'UQAM à Montréal, à qui je passerai la parole, par le professeur Nathalie Gardès de l'Université de Bordeaux, et peut-être par notre collègue, le professeur Fabrice Larceneux, qui va nous rejoindre à distance et dans une logique de mobilité totale. Et mon nom est Michel Calica et je suis président du Business Science Institute. Vous avez en fait sur cette première diapositive que vous voyez l'essentiel de l'information. Nous sommes le Business Science Institute et nous publions un certain nombre d'ouvrages qui portent bien évidemment sur le DBA. Alors, ne soyez pas surpris, je m'adresse là aux participants, vos micros sont coupés pour éviter les effets de halo et d'interruption des participants, mais en revanche, vous pouvez tout à fait poser des questions et intervenir au travers des deux fonctions, questions et réponses, ou de la fonction chat qui sont disponibles sur votre barre Zoom. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le Business Science Institute, qui est une organisation atypique dans l'environnement universitaire international. Cette, euh, cette organisation académique a été créée il y a maintenant 10 ans pour répondre à une demande très spécifique de managers, de cadres expérimentés, en général titulaires d'un MBA ou d'un diplôme équivalent. Et ces cadres, après avoir fait ce diplôme supérieur, souhaitaient prendre du recul par rapport à leur pratique managériale. Ils souhaitaient réfléchir, ils souhaitaient écrire une thèse, publier un ouvrage. Et donc, nous avons eu l'idée de créer une organisation ad hoc dont l'objectif est de répondre à cette attente de managers qui ne pouvaient pas s'inscrire dans des programmes doctoraux traditionnels parce que ces programmes ne correspondaient pas à leurs attentes en termes de rythme et de fonctionnement. Alors aujourd'hui, en mai 2023, le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale en réseau avec, et c'est un point très caractéristique et c'est un point unique, nous nous focalisons sur un seul diplôme. On est peut-être la seule organisation académique au monde à n'avoir qu'un seul diplôme et qui plus est un diplôme de niveau doctoral. On est une organisation sans but lucratif créée en 2013 et basée au Luxembourg et on en est assez fiers. On est de la dizaine de DBA accrédités par l'AMBA et ce depuis décembre 2020. Alors, nous sommes spécialisés, nous sommes une petite organisation, mais tout de même avec 235 doctorants managers, dont la moyenne d'âge est de plus de 45 ans. Et nous avons, au cours de ces 10 dernières années, ouvert une soixantaine de groupes, des petits groupes de doctorants managers dans 11 pays différents. Nos managers ont 50 nationalités différentes et on couvre pratiquement l'ensemble du globe. Et ces groupes, on les a ouverts en face à face et plus récemment, mais avant le Covid, on les a ouverts à distance. On a fait soutenir, et ça aussi c'est un deuxième élément de fierté, près de 140 thèses, c'est-à-dire que notre système fonctionne, il est opérationnel et on est dans une logique d'accompagnement de nos doctorants managers qui leur permet de soutenir effectivement leurs thèses. Nous avons un très grand nombre de professeurs qui sont dans différentes institutions académiques internationales, plus de 130, et on en a 80 qui sont actifs. Ça veut dire qu'ils dirigent des thèses ou qu'ils animent des séminaires, mais il y en a beaucoup plus qui sont disponibles pour diriger de nouveaux doctorants qui nous rejoindraient. Au départ, vous l'avez compris, nous sommes francophones, mais ensuite on a créé le groupe, le fonctionnement en anglais, en allemand. Actuellement, on travaille également sur une version en espagnol et tout ça fonctionne en face à face et à distance.
Notre logique est une logique, et c'est un de nos objectifs, de publication d'ouvrages. On publie des ouvrages plus que des articles académiques dans une collection qui est la collection du Business Science Institute, qui est disponible à la fois en version papier et en ligne. J'y reviendrai. On a un partenariat depuis 8 ans maintenant avec l'Université de Lyon, exactement avec l'IAE de Lyon, qui permet aux doctorants qui sont inscrits au Business Science Institute d'être également inscrits à l'Université de Lyon et de recevoir 2 diplômes, le DBA, l'exécutif DBA du Business Science Institute et le DBA de l'Université de Lyon. Comme on est une organisation sans but lucratif, on tient à ce que notre programme reste abordable et l'on insiste beaucoup sur notre site sur l'impact des recherches de nos collègues. Alors, ce qui nous caractérise, c'est un corps professoral international et un corps professoral de très grande qualité, qui a un objectif très clair. L'objectif, c'est la soutenance de vos thèses. L'objectif de notre corps professoral, c'est bien sûr de vous transmettre des connaissances, mais c'est surtout de vous accompagner pour que vous alliez à la soutenance. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise depuis l'origine et auquel nous attachons beaucoup d'importance. Alors, notre corps professoral, une partie des professeurs, on va dire la première catégorie, ce sont des collègues dont vous voyez les noms, qui sont spécialisés dans le domaine de l'immobilier et ont accepté de nous rejoindre. Eh bien, de l'UQAM, le professeur André Desserres, de la Sorbonne, le professeur Guillaume Chanson, de l'Université de Bordeaux, le professeur Nathalie Gardès, de Dauphine PSL, le professeur Fabrice Larceneux, et de l'Université de Lorraine, de l'IAE de Metz, professeur Razoko Lofo d'Isler, qui nous rejoint. Tous ces collègues sont spécialisés dans le domaine de l'immobilier et sont potentiellement vos futurs directeurs de thèse. Mais tous les modules ne portent pas uniquement sur le secteur de l'immobilier et nous avons d'autres collègues qui vont intervenir sur les questions de méthodologie, sur les questions de design de la recherche. Par exemple, le professeur Françoise Chevalier de HEC, le professeur Jean-Philippe Denis de Paris-Saclay, qui est l'ancien rédacteur en chef de la Revue française de gestion, le professeur Jean Moscarola, qui a créé un logiciel qui est mis à la disposition des apprenants pour analyser leurs données, le professeur Michel Bergada de l'Université de Genève, ou le professeur Marc Bonnet, qui est un spécialiste de la recherche-action et de la recherche-intervention, ce qui est un point très important dans les recherches qui sont menées par des doctorants managers. Alors, vous comprenez bien que le but du programme, c'est de vous permettre de préparer une thèse, de soutenir une thèse, et pour ça, le rôle des professeurs est fondamental. Et notre organisation repose sur des professeurs qui ont des compétences susceptibles de répondre à vos attentes. Alors, je vais tout de suite passer la parole à ma collègue, le professeur André Desserres de l'UQAM, qui est actuellement à Montréal, pour qu'elle indique quels sont ses domaines de recherche, les domaines sur lesquels elle est potentiellement, elle interviendra dans ses séminaires et elle peut diriger des thèses. Professeur Desserres? Merci, professeur Kelka. Alors, merci aussi de me donner cette occasion de participer à cet intéressant programme. Je suis professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, qu'on résume par ESG-UQAM, et je suis titulaire de la chaire Ivanhoe Cambridge d'immobilier, qui est une chaire qui est affiliée à une filiale, un investisseur important relié à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Je suis moi-même droit, finance et gestion de la technologie. Je demeure toujours avocate, donc ça biaise déjà mes intérêts. Je dirige plusieurs étudiants de maîtrise, doctorat. J'en ai aussi dirigé du côté français. Je présente quelques axes que je crois d'actualité pour des gens qui travaillent en immobilier et des axes dans lesquels il y aura de plus en plus de demandes au niveau des organisations, tant du secteur privé que du secteur public et même des régulateurs. Alors, le premier thème qui m'est cher depuis longtemps, c'est la gouvernance. La gouvernance soit des sociétés par action, soit des fonds d'investissement qui investissent ou agissent au moyen de l'offre de différents secteurs de différents types d'activités, dans le domaine de l'immobilier. Cette gouvernance, elle a évolué, elle est devenue très technique, elle est
Malgré tout, elle a des bases de normalisation à travers de nombreux pays et on y a ajouté depuis quelques années la dimension de la gestion des enjeux ESG, dimension troublante par les temps qui courent, car certains pays refutent un peu cette dimension, alors que d'autres, notamment l'Europe, donnent beaucoup d'emphase à cette dimension. Donc, comment les investisseurs, les prêteurs notamment, qui prennent des risques financiers, qui doivent rendre compte au niveau de la gouvernance et de la gestion de leurs enjeux ESG. Il y a des prescriptions dans les cadres régulatoires. La taxonomie européenne, elle est très avancée, du moins au niveau régulation. Au niveau application, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup d'étudiants de deuxième, troisième cycle travaillent pour aider à toute fin pratique les acteurs de l'immobilier à être capables de répondre à ces exigences très lourdes, hein, très innovatrices au niveau régulation. On en a aussi de notre côté canadien, américain, et ça ne fait que se préciser. Mais en gros, il y aura quelque chose de certain qui émane de toutes ces évolutions, c'est que aucun acteur qui agit sur les marchés ne pourra prétendre être ESG ou offrir des actifs avec une saveur environnementale ou une saveur sociale sans être appuyé sur des données rigoureuses, démontrables, à défaut de quoi les accusations d'éco-blanchiment et les poursuites juridiques fusent de partout, tant encore une fois du côté européen, du côté anglais, du côté canadien, du côté américain. Donc, un petit point de vue particulier pour les acteurs, les acteurs du système financier, parce qu'en plus, ils ont des règles qui viennent soit des accords de Bâle, soit des règles de devoir fiduciaire qui les impactent encore de façon plus spécifique et qui demandent beaucoup de dextérité. Je vois là un grand réservoir de sujets potentiels pour des thèses de doctorat qui auraient une application directe chez les différents types d'acteurs. Mais dès qu'on parle d'immobilier, on a la gouvernance des investisseurs et des sociétés par action qui possèdent des portefeuilles à travers le monde, ou ça peut être une caisse des dépôts et consignations ou d'autres acteurs institutionnels. Mais je crois que c'est aussi critique et de connaître l'actif sous-jacent. L'actif sous-jacent, c'est un bâtiment, c'est un immeuble, c'est des fois un quartier à toute fin pratique. Et comment on peut évaluer du point de vue tant du propriétaire que de l'investisseur, du prêteur et tous les autres acteurs, l'assureur, cet actif. Alors, il faut y prêter beaucoup d'attention et regarder, puis emprunter ce que je veux résumer par une approche cycle de vie. Donc, un cycle de vie qui va de la conception, construction, exploitation, peut-être rénovation, transformation, avant d'arriver à la déconstruction de l'actif, de l'immeuble. Pendant tout ce temps-là, on a à se positionner et agir en fonction du risque d'obsolescence qui menace l'actif et de tous ces changements climatiques, ces nouvelles exigences au niveau de protection de la biodiversité, ces technologies, gestion de données, du BIM et tous les autres qui nous arrivent, qui nous permettent d'avoir une vision de plus en plus précise de la situation de l'état, c'est-à-dire de l'actif. Donc, cycle de vie des immeubles et un panier d'outils en gestion de risque qui font appel à de la technologie, qui font appel à des compétences qu'il faut développer et de la part du corps professoral il faut aider les étudiants à se former pour relever ces défis. Troisième volet, on parle beaucoup depuis quelques années du concept impact. Un impact, c'est plus important qu'un indicateur puis une mesure parce qu'il faut mesurer le météorite qui frappe la Terre, il faut mesurer son impact. C'est difficile de trouver un mot autre ou son effet. Ce mot impact a été intégré peu à peu, encore une fois, dans le cadre de régulation. Et il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ça. Mais chose certaine, on développe de plus en plus encore une fois, des indicateurs, des mesures, des pratiques, des façons d'évaluer les impacts qu'on connaissait mieux, les impacts environnementaux qui vont bien au-delà du GES. Là. Ça peut être les impacts au niveau de la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la mobilité, les espaces verts.
Mais ce qu'on oublie, et je reviens d'une semaine à Paris, on oublie souvent les impacts sociaux et les impacts économiques. Et il y a déjà une grosse différence parce qu'ici, depuis la COVID, la gestion de la qualité de l'air dans les immeubles est devenue un peu une paranoïa. Tant dans le secteur public que dans le secteur privé, on a développé toutes sortes de moyens pour rassurer les usagers ou les locataires ou encore même intégrer dans les baux commerciaux des clauses qui obligent le propriétaire ou le gestionnaire à respecter certains niveaux. Pourquoi? Parce qu'un impact de la qualité de l'air sur la santé et la productivité et le bien-être, le confort des usagers, bien, ça se mesure. Ça se mesure. On l'a mesuré dans des recherches et on a vu que l'investissement supplémentaire en valait vraiment le coût. Fait impacts sociaux qui sont très larges, c'est autre que la qualité de l'air, je n'en ai fait qu'un exemple, et qui nous amène aussi à regarder, à s'étendre de l'immeuble vers le quartier, vers le territoire naturel, et d'emprunter une vision qu'on appellera écosystémique. Et forcément, qui a un effet sur le plan économique. En fait, c'est comme les trois pattes d'un tabouret. On évalue un et on trouve les résultats sur les deux autres, les impacts socio-économiques. Alors, ce concept d'impact, mon groupe de chercheurs, les étudiants, ils travaillent depuis 3 ans. C'est intéressant. On assiste à l'émergence là, de cette mesure-là. Le régulateur européen est un peu pris avec le fait de dire qu'il faut réduire les impacts négatifs, mais faut-il les diagnostiquer avant de les réduire et faut-il les préciser? Alors, voilà, 3 champs de 3 axes d'intervention sur lesquels, il y en aurait bien d'autres, vous comprenez, je suis assez fébrile dans ce domaine, mais 3 axes que je vois comme étant très intéressants pour des gens qui veulent faire une thèse et qui veulent aider ou se trouver ou concevoir à toute fin pratique une nouvelle fonction dans les différentes organisations. Puis je répète, tant du secteur privé que du secteur public, incluant les régulateurs. Voilà. Merci beaucoup, professeur André Desserres, pour ces thèmes de recherche. Inutile de dire que le secteur de l'immobilier est un secteur important. Inutile de dire également que ce secteur connaît actuellement, du fait des changements environnementaux, des questionnements qui sont tout à fait importants. Et ces questionnements sont non seulement académiques, mais ils sont également managériaux. Et c'est là où les sujets dont vous parlez ont un intérêt, bien sûr, pour les académiques, mais un intérêt aussi pour les managers dans les organisations privées et publiques. Vous venez de l'indiquer. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au professeur Nathalie Gardès de Bordeaux, qui va nous indiquer quels sont ses axes de recherche, ses axes d'intérêt. Ton micro est coupé, Nathalie. Voilà, ça y est. Bonsoir à tous. Merci, professeur Michel Kalika, pour cette opportunité. J'ai beaucoup de plaisir à participer à ce projet. Alors, je vais rapidement donc me présenter. Donc je fais partie de l'Institut de recherche en gestion des organisations donc à l'Université de Bordeaux. Je suis responsable d'un axe de recherche. Il y a 3 axes à Bordeaux, donc un sur la RSE, un autre sur le vin et le territoire. Bordeaux est une terre propice à ce terrain-là. Et donc, moi, je dirige l'axe de recherche sur le numérique. Donc, je suis assez investie dans le secteur immobilier, notamment auprès des professionnels, puisque je fais partie du comité éditorial du gros salon immobilier, le salon RENT, Real Estate and New Technology. Et je fais aussi partie de l'Institut Sapiens, où bien on réfléchit avec quelques professionnels sur des problématiques d'immobilière, notamment de pouvoir d'achat, d'immobilier social, etc. Alors, par rapport au sujet qui me semble intéressant aujourd'hui, sachant que comme le professeur André Desserres, il y a d'autres points d'intérêt, peut-être que je rebondirai sur quelques points qui ont été dits et qui pourraient rejoindre le professeur André Desserres, mais je vais déjà vous présenter ce que j'avais envisagé. Donc, on est à l'aube d'une révolution, qui n'a pas entendu parler de ChatGPT 3, puis 4.
Et donc, même si l'intelligence artificielle fait parler d'elle depuis quelques années, avec voilà comment dire, des impacts à plus ou moins long terme sur, si ce n'est les métiers, au moins toutes les tâches, eh bien, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les enjeux de l'intelligence artificielle sont cruciaux pour les professionnels. Ils s'interrogent beaucoup aujourd'hui, à la fois en termes de compétences, d'évolution de leur métier. Il y a un vrai enjeu d'appropriation de ces technologies, à la fois pour la qualité de service, bien sûr, pour l'expérience client, à plusieurs niveaux, cette intelligence artificielle va pouvoir s'insérer tout au long du parcours client et rendre une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactive aussi. Et puis, bien sûr, bien derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi toutes les problématiques d'éthique, de confiance numérique. Et donc, ça, c'est vraiment un sujet, je pense, qui est au cœur aujourd'hui et qui a toute son acuité avec l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Donc, on voit que ces nouvelles applications arrivent. Il y a une appropriation effectivement par les acteurs, mais avec beaucoup de doutes. Et donc voilà. Donc sur ce sujet-là, je travaille aussi avec le professeur Fabrice Larceneux. Donc on a un projet ensemble là-dessus. Et donc on est en train de réfléchir aux différents types d'intelligence et comment on va pouvoir emboîter tout ça et donc participer à cette réflexion. Et je pense qu'il y a matière à dire à la fois côté compétences, marketing, RH, et puis aussi système d'information, etc. Donc ça, c'est un premier sujet qui me semble vraiment pertinent et qui intéresse les professionnels. Alors le deuxième, donc on parle d'achat immobilier, un achat qui est très impliquant, très anxiogène, qui fait état de nombreux regrets anticipés. Donc, les émotions, c'est quelque chose de très, très prégnant dans ce secteur-là. Alors, il y aurait je pense, il y a deux sujets, sachant que un peut-être a moins d'enjeux ou en tout cas a déjà été étudié. Donc, ça serait... donc, vous avez compris, j'étais plutôt sur le numérique. Donc, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, bien tout ça, comment ça peut participer à fluidifier, faciliter donc l'achat en VFA. Donc ça, c'est un premier aspect, mais qui a été étudié. Par contre, quelque chose qui est beaucoup plus d'actualité, en tout cas en France, avec la crise du pouvoir d'achat, la crise immobilière, c'est l'achat en viager qui devient finalement une solution à ces problèmes à cette problématique de pouvoir d'achat, d'accession à la propriété, notamment sur des zones qui sont tendues, qui sont chères. Et donc là, il y aurait toute une réflexion à avoir. Alors à la fois donc sur la communication de ce type d'accès à la propriété qui certes se développe, mais quand même qui a une très petite place. Donc, déjà, l'achat immobilier est très anxiogène. L'achat en viager rajoute du risque. Il y a un problème de compréhension aussi de l'estimation. On est sur des piliers cognitifs aussi. Et puis, j'allais dire, dans un cadre théorique qui pourrait être intéressant à analyser, c'est tout ce qui est le management de la terreur, la science de mortalité. Et donc, il pourrait y avoir plusieurs réflexions sur le viager. En tout cas, je ne sais pas à l'international, mais en France, c'est vraiment une solution à l'accession à la propriété et à la problématique du pouvoir d'achat. Donc voilà. Après, évidemment, c'est deux focus. Les émotions dans l'immobilier, on peut aussi en parler sous d'autres aspects. Un autre point d'intérêt, mais qui est vraiment là aussi en adéquation avec les centres d'intérêt des professionnels, c'est tout ce qui est expérience client. Donc, je sais que les grands réseaux en France sont en train de cartographier le parcours, d'essayer de comprendre cette expérience. Qui n'est pas toujours très bonne. Il y a aussi une problématique en France, c'est vrai que les frais d'agence ne sont pas toujours très bien acceptés.
Donc voilà, donc il y a encore un travail à faire, même si l'expérience client a été étudiée pendant pas mal d'années. Donc voilà. Alors après, donc dans les évolutions, et puis pour rejoindre un petit peu le côté RSE, il y a toute cette démarche. On a de nouveaux collaborateurs. On parle de symétrie des attentions, c'est-à-dire gérer l'expérience client, c'est aussi gérer l'expérience collaborateur. J'en ai parlé, l'IA vient se greffer, prend de plus en plus de tâches. Quelle va être cette acceptabilité? Quel type de management on va mettre en place? Donc, dans la bienveillance et là, encore une fois, pour vivre la meilleure expérience à ses clients. Et puis, derrière la notion d'expérience client, il y a aussi toute la réflexion à la proposition de valeur que je vais avoir à mes clients. Comment on a parlé d'acceptabilité tout à l'heure des technologies. Est-ce que le client aussi va être en adéquation avec les technologies qu'on va vouloir lui faire utiliser, etc. Donc, c'est plus classique, mais c'est encore, j'allais dire, un sujet qui intéresse les professionnels. Et il y a vraiment une grosse cartographie qui est faite de leur part. Des réflexions aussi alors sur l'expérience client. Alors, je sais que bon, il y a par exemple le réseau Nesten qui travaille sur la signature olfactive de Nesten. Il l'a lancé d'ailleurs, il y a toute une réflexion là-dessus, c'est-à-dire que voilà, on va vraiment sur toutes les dimensions de l'expérience. Et puis, vous avez donc le président de Guy Hockey qui commence à mettre en place l'uniforme, c'est-à-dire pour voilà, être dans le reflet de la constitution d'une marque, d'un repère de qualité de service. Donc, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à analyser. Donc, l'autre point, c'est un peu plus original, et là, la demande, encore une fois, elle vient des professionnels, c'est se dire que finalement, ce secteur, alors c'est vrai que vous l'avez compris, je suis très agence immobilière, en fait, fait état d'un turnover très important des collaborateurs. Et donc, un des enjeux aussi de ces professionnels-là, c'est la fidélisation des collaborateurs. Alors, on peut parler évidemment de formation, mais certains pensent que finalement, la relation qu'on a tissée avec ses clients créerait des ancrages finalement qui pourrait participer aussi à la fidélité des collaborateurs. Donc, je trouve que c'est un sujet assez original à étudier, mais qui pour le coup, voilà, intéresse les professionnels parce que c'est vraiment quelque chose qui est, la problématique de la fidélisation, c'est un gros enjeu pour le secteur. Et donc, si j'ai encore 2-3 minutes, professeur. Une minute peut-être. Alors, oui. pour rebondir juste très rapidement sur le professeur André Desserres, donc j'ai travaillé par le passé sur l'intelligence du bâtiment et notamment en quoi on allait pouvoir effectivement passer à la transition environnementale grâce au digital, c'est-à-dire en connectant le bâtiment à partir des technologies pour améliorer la qualité de vie et puis les coûts, et puis les économies d'énergie, etc. C'était pour voilà, avoir un petit lien avec le professeur André Desserres. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, professeur Nathalie Gardès, pour ces thématiques qui montrent bien l'intérêt à la fois académique, mais aussi le fort intérêt du secteur et des professionnels. Alors, notre collègue, le professeur Fabrice Larceneux, que vous venez de mentionner, est dans une phase de mobilité intense et il n'est pas connecté à l'instant. Donc, je vais indiquer qu'il travaille eh bien, sur la valeur ajoutée des agents immobiliers, les questions d'émotion, d'intelligence artificielle, d'efficacité, ça a été mentionné. Il travaille également et on retrouve là les thématiques du professeur Nathalie Gardès sur le développement du marché des viagers, de l'usufruit, et également sur tout ce qui est immobilier de luxe et hyper-gentrification. Moi, ce qui me frappe, n'étant pas un spécialiste du secteur, ce qui me frappe, c'est que tous les sujets de recherche montrent un lien très fort entre, bien évidemment, les concepts que l'on connaît en marketing, que l'on connaît en comportement client et l'intérêt des professionnels. Et donc, on voit là tout l'intérêt qu'il y a pour des managers à s'engager dans une démarche de DBA parce que cette démarche de DBA peut avoir un très fort intérêt pour leur secteur.
Alors, un mot tout de même, d'où vient ce projet d'un DBA spécialisé dans le secteur de l'immobilier? N'étant pas spécialiste du secteur, je ne suis absolument pas à l'origine de ce projet-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'origine de ce projet-là, il y a un des docteurs du Business Science Institute, Sébastien Bourbon, qui est un spécialiste du secteur de l'immobilier et qui, après avoir soutenu sa thèse et avoir publié plusieurs ouvrages, est revenu vers nous en disant, mais le secteur de l'immobilier est dans une phase qui est une phase de turbulence extrêmement forte. Il y a un besoin de prise de recul, il y a un besoin de réflexion et il y a un besoin d'interaction entre les académiques et les managers. Et la proposition qu'il a formulée était, mais pourquoi ne crée-t-on pas un groupe spécialisé dans le secteur? Et c'est la raison pour laquelle c'est grâce à lui si on est regroupé ce soir. Et en parallèle, il a créé au sein du Business Science Institute l'Observatoire des stratégies des acteurs de l'immobilier. Et il mène un certain nombre d'investigations, d'enquêtes pour mieux comprendre ces stratégies des acteurs de l'immobilier. Il y a un lien, bien sûr, très fort entre sa démarche d'observatoire et le DBA que l'on met sur les fonds baptismaux. Alors, ce programme, comment est-ce qu'il est organisé? Comme tous nos DBA ont la même structure. On a en fait un seul cursus, mais avec des spécialisations différentes. Ces spécialisations, elles interviennent dans les modules 2 et 3 que l'on appelle paradigmes thématiques. L'organisation de la pédagogie est la suivante. La première phase sont des séminaires fondamentaux, conduite de la thèse de DBA, paradigme thématique. C'est là où vont intervenir les collègues spécialistes du secteur de l'immobilier. Et puis ensuite, dans le domaine de la recherche, il y a ce qu'on appelle les méthodologies qualitatives et les méthodologies quantitatives. C'est une distinction très traditionnelle, même si elle peut apparaître comme étant un peu dépassée aujourd'hui. Et le but de ces 5 séminaires, qui sont l'équivalent d'une quinzaine de jours de formation intensive en face à face, ces séminaires vont être organisés de façon distante parce que cela correspond à l'évolution des pratiques, parce que les apprenants concernés sont dans des zones géographiques extrêmement différentes et que les déplacements sont à la fois contraignants et coûteux. Et donc, on va organiser le programme sous la forme de séminaires distants enregistrés, c'est-à-dire que, comme ce webinaire d'ailleurs, c'est-à-dire que si une personne à un moment donné a une contrainte professionnelle très forte, elle pourra réutiliser le contenu du cours. Et on va organiser ces séminaires alors en heure de Paris, compatible avec l'heure de Montréal, entre 17h30 et 21h heure de Paris. 2 soirées par semaine, le mercredi et le vendredi, voilà, selon un rythme et un agenda qui figurent sur notre site. Et en plus, donc tout ça se passe à distance, mais avec un suivi très, très fort, à la fois de l'équipe pédagogique, des enseignants et un suivi de l'équipe support. Et puis, il y a une semaine internationale, la dernière semaine de septembre, où tous les professeurs, tous les apprenants de tous les pays se regroupent, soit à Paris, soit au Luxembourg, soit dans une capitale européenne. Voilà. Cette première étape, après les séminaires fondamentaux, il y a la préparation de ce que l'on appelle un Certificate of Research in Business Administration qui est délivré par le Business Science Institute. La phase numéro 2, donc la phase numéro 1 correspond grosso modo à la première année. La phase numéro 2, eh bien, il y a des séminaires de suivi. Il y a 2 séminaires de suivi, plus un pendant la semaine internationale. Et c'est une phase pendant laquelle le doctorant à la fois lit, collecte des informations, est en interaction permanente avec son directeur de thèse. Et ça le conduit à la phase numéro 3. La durée des études étant, on va dire, généralement 3 ans et demi. C'est la moyenne de 3 à 4 ans. Eh bien, la phase numéro 3, c'est bien évidemment l'écriture de la thèse avec une pré-soutenance, des séminaires de suivi à nouveau, et puis la défense de la thèse devant un jury international, et ce, pendant la semaine internationale. Et ça permet l'obtention de 2 diplômes, à la fois le diplôme du Business Science Institute et le diplôme de l'Université de Lyon, précisément de l'IAE de Lyon. Notre programme, je l'ai précisé, est accrédité internationalement par l'AMBA et les diplômes que vous obtenez à l'issue du programme ont été précisés. C'est un certificat et puis ensuite 2 diplômes du Business Science Institute et de l'université. Une des caractéristiques importantes de notre institut, c'est que nos enseignants, nos professeurs ont publié des ouvrages
qui guide très clairement les doctorants managers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur les attentes et sur le processus. Sur le fait que les managers peuvent créer de la connaissance, c'est assez évident, mais quand on a sorti cet ouvrage en 2015, il a un peu surpris l'environnement académique. Un ouvrage sur le projet de thèse, sur les méthodologies de recherche, sur comment analyser les données, sur les démarches qualitatives, et puis un ouvrage de synthèse sur comment réussir son DBA avec les réponses aux questions que se posent en général les apprenants. Et puis, et c'est là un élément caractéristique, nos doctorants publient eux-mêmes des ouvrages après la soutenance. Eh bien, vous voyez l'ouvrage de Sébastien Bourbon qui avait fait sa thèse sur l'ubérisation et l'asymétrie de la connaissance, et il a développé le concept de rente cognitive appliqué à son secteur. Et puis, comme ça, un certain nombre de nos docteurs publient des ouvrages. C'est une de nos caractéristiques. On sait en effet que les managers lisent plus les ouvrages que les articles académiques que l'on publie dans les revues internationales. C'est la raison pour laquelle on a mis l'accent, l'emphase sur la publication d'ouvrages. Alors bien sûr, les doctorants managers ont tous accès à un intranet pédagogique, ça va de soi, à des bibliothèques en ligne, à des logiciels permettant d'analyser leurs données. Et ça, c'est une caractéristique. On a une personne qui est docteur en sciences sociales et qui apporte un support académique, notamment pour la recherche d'informations, pendant tout le processus de la thèse. Le processus de thèse, il se caractérise par un suivi qui est important et par un objectif. Pour nous, le DBA, c'est plus qu'un diplôme. Le DBA, c'est une occasion de créer de l'impact. Bien sûr, de l'impact académique, quand on publie dans des revues académiques, ce que font les collègues, mais aussi de l'impact managérial. Et on a créé un prix qui est le prix DBA Impact Managérial pour récompenser tous les ans là où les thèses qui ont un impact particulièrement fort sur le plan managérial. Et ça, c'est une caractéristique de notre DBA, c'est de faire le lien entre un environnement académique, des réflexions académiques et un impact managérial. La notion d'impact, comme l'indiquait le professeur de Serres, est une notion qui est de plus en plus importante. On n'imagine pas une recherche en management qui soit une recherche sans impact. Alors, on est une organisation internationale avec un corps professoral tout à fait exceptionnel. Vous en avez là ce soir quelques exemples. On attache beaucoup d'importance à la réactivité opérationnelle. Tous les managers qui sont inscrits dans notre programme sont actifs. Ils s'attendent donc à ce qu'il y ait une réactivité de l'équipe support, et toute l'équipe support, plus d'une dizaine de personnes, est extrêmement réactive. Et les professeurs qui s'engagent dans le programme sont également réactifs. On a un suivi très strict et très efficace des doctorants par les professeurs. On est un vrai DBA pour managers avec des objectifs très clairs, non pas de transformer des managers en professeurs d'université à temps plein. Là, il faut préparer un doctorat traditionnel, mais avec un objectif très clair de permettre à les managers de créer de la connaissance pour leur organisation et pour eux-mêmes. Alors, êtes-vous éligible à ce cursus de DBA? Le process est très simple. Vous en transmettez votre CV à l'adresse générique cv@business-science-institute.com. Tout ça est bien sûr sur nos sites. Les critères on a 2 critères formels. Un niveau MBA ou équivalent, maîtrise, plus de 5 années d'expérience, mais en fait, les managers qui sont impliqués ont une moyenne d'âge de plus de 45 ans, donc en général, ils ont 15 à 20 ans d'expérience professionnelle. Et puis ensuite, on regarde le projet de recherche qui nous est transmis, et tout le processus d'inscription se fait en ligne, envoi d'un CV, réponse en général dans les 24 heures, et ensuite un dossier qui est en ligne, et après un entretien de sélection avec un membre du jury et une décision. C'est donc un processus en ligne, simple, très accessible, mais également très, très rigoureux, puisqu'il s'agit de décisions académiques d'intégration à un parcours, celui du Business Science Institute et aussi celui de l'université. Voilà en quelques mots les caractéristiques du programme. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Alors, il y a un certain nombre de questions. Il y avait des questions sur le processus d'inscription. Je pense qu'on y a répondu. Il y a une question sur l'identification du directeur de thèse. Alors,
dans une organisation académique, on n'a pas de relation hiérarchique avec les collègues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un collègue tu vas diriger tel doctorant. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, c'est une logique d'ajustement mutuel. Ajustement mutuel entre les centres d'intérêt du professeur et les centres d'intérêt du doctorant manager. Généralement, les doctorants qui s'inscrivent dans un parcours de DBA, ils s'inscrivent avec une idée de thématique, avec un intérêt pour un sujet. Alors bien sûr, tout le rôle de la première phase, c'est d'aider à la maturation de ce sujet, et c'est au cours de cette première année que par ajustement mutuel, on identifie pour tous nos doctorants managers un directeur de thèse. Un jour, un étudiant m'a dit, mais en fait, vous êtes une agence matrimoniale. Alors, j'avais jamais imaginé mon métier comme celui d'une agence matrimoniale, mais je trouve que la réflexion est assez pertinente parce qu'en fait, ce que l'on permet, c'est à les managers et à les professeurs de se rencontrer, et ce, au plan international, parce qu'on a des doctorants managers dans tous les pays et on a aussi des professeurs dans tous les pays, les technologies de l'information nous permettant de travailler à distance et tout le monde se retrouvant une fois par an pendant la semaine internationale. Voilà pour cette question sur l'identification. Ça se fait au cours de la première année, soit très rapidement, soit ça prend plus de temps, mais ce n'est pas un enjeu. Par ajustement mutuel entre l'équipe d'enseignants et le doctorant manager. Il y a une deuxième question qui porte sur la durée du processus. Alors, la durée formelle, nous sommes accrédités par AMBA et la durée formelle du processus est de 4 ans. AMBA accrédite des programmes de DBA qui sont de 4 ans. En moyenne, avant d'être accrédité AMBA, la durée de notre processus était de 3 ans et en moyenne, la durée est de 3 ans et demi. Voilà, c'est un parcours assez normal pour un programme doctoral, donc on va dire entre 3 et 4 ans. Alors, une autre question porte sur le processus de soutenance de la thèse. Alors là, c'est un processus très simple. Il faut l'accord du directeur de thèse, l'accord du Business Science Institute, et puis ensuite, on demande l'avis à 2 rapporteurs extérieurs qui autorisent la soutenance. Et puis ensuite, c'est un processus doctoral très, très classique. Et puis ensuite, il y a une soutenance devant un jury qui est l'occasion d'une discussion entre le doctorant et les membres de son jury. Voilà je vérifie dans le chat si je n'ai pas oublié certaines questions. Accès aux bases de données, oui. Alors, on a du côté du Business Science Institute, on donne accès à des bases de données à la fois francophones, anglophones, où vous trouvez en ligne tous les articles nécessaires. Et avec notre partenaire de l'Université de Lyon, vous avez l'accès à toutes les bases de données dont vous pouvez rêver. Et en général, vous avez plus d'informations que vous ne pouvez en digérer. Donc ça, c'est pas un souci. En parallèle aux bases de données, on met à la disposition de nos doctorants managers des logiciels d'analyse de données, notamment le logiciel Sphinx créé par le professeur Moscarola. Et ces logiciels permettent à la fois de faire des enquêtes en ligne, mais aussi d'analyser les données qualitatives et les données quantitatives, ce qui est assez important et ce qui est très, très utile. On met également, pour être tout à fait transparent, à la disposition de nos doctorants managers un logiciel anti-plagiat que l'on utilise systématiquement pour vérifier que toutes les sources ont bien été référencées et que toutes les informations sont correctement indiquées. Voilà, je crois en avoir terminé avec les réponses aux questions qui sont posées. Je repasse la parole au professeur André Desserre, peut-être pour un mot de conclusion ou d'ouverture. Un mot pour dire que je suis très enthousiaste de participer à ce programme en immobilier. Je crois qu'il y a des demandes, la demande pour ce type de réflexion bien appuyée avec une méthodologie reconnue et avec des données qu'on apprend à utiliser et à analyser. Et il y a beaucoup de potentiel dans ça. Alors, merci. Puis j'invite
les étudiants. Je vais propager moi aussi ce programme pour que les gestionnaires, les professionnels aussi qui œuvrent dans les différentes organisations puissent compléter des études tout en maintenant leur emploi, ce qui est toujours une question fondamentale pour plusieurs d'entre eux. Absolument. Et dans le secteur immobilier, il est clair, et on l'a vu au travers des thématiques de recherche, qu'il y a à la fois, il y a des grands côtés. Il y a à la fois un côté qui concerne celui de la promotion immobilière, de la construction, et puis il y a tout un autre secteur qui est celui des agences, des réseaux, et il y a là des recherches qui sont des recherches de nature différente, mais qui sont des recherches tout à fait intéressantes. Professeur Nathalie Gardès, un mot pour terminer. Alors très rapidement, ben, moi aussi je suis très heureuse de participer à ce projet. Je trouve que la recherche en immobilier, en tout cas côté français, n'est pas en gestion, je parle, parce qu'en économie on a pas mal de collègues. Je trouve que si ça peut dynamiser, impulser, donner envie, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et ce DBA il va vraiment participer à cette valorisation. Merci beaucoup. Vous entendez? Oui, professeur André Dessert. J'entendrai, si vous me permettez, je dirais aussi un petit mot. En fait, l'immobilier, on parle des sciences de l'immobilier, c'est multidisciplinaire. Et dans les universités, on a trop tendance à essayer de rentrer ça à l'intérieur de finances, de gestion, d'économie, alors qu'ici, on propose une approche multidisciplinaire qui permet vraiment d'étoffer et de développer ce qu'on appelle les sciences de l'immobilier. Parfait, merci pour cette conclusion et je suis très heureux que les sciences de l'immobilier soient utiles à la fois aux managers du secteur et aux académiques qui travaillent dans ce secteur-là. Merci, professeur Nathalie Gardès. Merci, professeur André Dessert. On excuse notre collègue Fabrice Larceneux qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Merci aux participants qui nous ont rejoints et qui vont recevoir l'enregistrement de ce webinaire. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.